hier, dans le cadre de cette convention, mais ça aurait pu sortir en dehors de la convention également, eh bien la presse américaine a révélé que les mollahs au pouvoir à Téhéran voient d'un extrêmement mauvais œil l'hypothèse de l'arrivée au pouvoir de Trump et de son colistier, M. Vance, qui est encore plus dur que lui, à la limite, sur certaines questions internationales, et donc que, apparemment, ils auraient mis des tueurs sur le coup et ils envisageraient éventuellement de liquider le candidat Trump. Est-ce que ça vous semble plausible, sachant que les confrères de CNN qui ont révélé ça, Gallagher-Fenwick, ne sont pas des débutants ni des hurluberlus. Est-ce que ça vous semble plausible ? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a énormément d'informations dans les différents articles qui traitent de ce sujet, notamment le fait que les services de renseignement américains l'auraient appris par une source humaine il y a un moment déjà, qu'ils en auraient informé bien évidemment les services de protection chargés de protéger donc celui qui sera très probablement désigné candidat officiel du Parti républicain ces prochains jours lors de la convention. Renseigner également, l'ont-ils fait, la sécurité intérieure. C'est très troublant. Parce que une fois que ces services ont cette information, il faut accroître la quantité de protection qu'on met à la disposition de la personne qui est la cible de cette tentative d'assassinat. Il faut expliquer pourquoi est-ce que l'Iran voudrait s'en prendre à Donald Trump. Quand il était président, c'est lui qui a décidé de l'élimination d'un personnage éminent au sein du régime iranien, à savoir Qassem Soleimani, rappelez-vous, en mai 2020, voilà exactement, près de l'aéroport de Bagdad, lorsqu'il est touché par plusieurs missiles alors qu'il est à bord d'un véhicule. Les Iraniens n'ont pas la mémoire courte, et surtout pas concernant ce sujet. Donc c'est une thèse crédible, à savoir la volonté d'assassiner Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'elle est troublante, cette histoire ? Parce qu'on parle de Donald Trump, d'une personne qui vient justement de réchapper à une tentative d'assassinat. Il n'y a a priori aucun lien entre Thomas Crook, tireur présumé, l'enquête est en cours, et les Iraniens. Mais comment est-ce que vous expliquez, et c'est la question qui est posée aux autorités qui vont devoir en répondre, qu'un homme dont on sait déjà qu'il a fait l'objet de menaces par le passé, qui a cette couche supplémentaire qui vient s'ajouter dans cette histoire, et que pourtant il se retrouve lors d'un meeting à réchapper à la mort après qu'un jeune homme de 20 ans ait introduit un fusil, qu'il ait pu grimper sur un toit, décharger son arme, donc tirer plusieurs fois, fait un mort, et au passage abîmer l'oreille de celui qui sera très vraisemblablement le candidat. Ceci étant, puisqu'on est dans le monde enchanté des réseaux sociaux, de la rumeur et des délires conspirationnistes, il y a aussi des sources russes qui disent que c'est les Ukrainiens qui sont derrière le tir de Pennsylvanie samedi. Donc moi je veux bien, mais c'est tout et n'importe quoi. Tout le monde veut tuer Trump, quoi. Oui. Alors il y a plusieurs soucis dans cette histoire, mais il y a évidemment une part incompressible, si vous voulez, d'inexplicable. Vous ne pourrez pas démontrer de manière algébrique ou mathématique qui a fait quoi, etc. Et dans cette part incompressible, vous avez le royaume de la rumeur, de la fantaisie, de la fabulation, avec plein de personnes qui vont l'alimenter pour diverses raisons, soit parce qu'elles croient profondément, viscéralement, effectivement, que cela vient des Ukrainiens, des Russes, des Chinois, des Iraniens, que sais-je. Mais voilà, il faut laisser le temps de l'enquête. Il y a une confiance à accorder au gouvernement fédéral et les différentes agences qui sont responsables de cette procédure, sachant, et c'est là une couche de difficulté supplémentaire, qu'une partie des républicains eux-mêmes ne font pas confiance aux services qui sont à la fois chargés d'enquêter, mais aussi de protéger le président Trump. Ceci étant, pour revenir aux menaces iraniennes contre Trump, quand on voit la citation de son colistier et peut-être futur vice-président, M. Vance, voilà ce qu'il dit exactement, M. Vance. Il dit très clairement, beaucoup de gens reconnaissent qu'on doit faire quelque chose avec l'Iran, mais pas des petits bombardements faibles. Si vous voulez les frapper, il faut les frapper fort. Donc, voilà, on peut imaginer, puisque hier on a développé l'idée et l'hypothèse que dans un hypothétique pouvoir Trump-Vance dans 6 mois aux États-Unis, c'est Vance qui sera le bad cop, donc qui sera le type avec le gros bâton qui tape en permanence et qui peut peut-être influer, pourquoi pas, sur M. Trump. Donc ils ont quand même objectivement des raisons de s'inquiéter, les Iraniens. Pour eux, ce serait très très mauvais, Trump à la Maison-Blanche. Faire de Vance le bad cop voudrait dire que Trump sera le good cop dans cette histoire. Tout est possible. Je ne crois pas une seconde.
La politique étrangère est la prérogative du président. Ce ne sera jamais le vice-président, quel qu'il soit, qui décidera de la politique étrangère. En revanche, il y a un alignement entre Trump, Vance et la totalité des républicains sur le sujet iranien. Et je vous dirais même qui fait l'unanimité avec même le camp démocrate. Il y a très peu d'Américains qui sont favorables à l'avènement de relations pacifiques avec le régime des mollahs. Les propos de Vance sont davantage des propos d'estrade que le dessin du contour de la future politique étrangère. On peut s'attendre que ce soit Biden, Trump ou quelqu'un d'autre, qu'elle soit très très dure et qu'elle continue de l'être avec le régime des mollahs, comme vous le dites, à Téhéran. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les États-Unis, le 22 janvier, après l'investiture du prochain président, rentrera en guerre avec l'Iran. En revanche, ça confirme bien que les relations vont continuer de rester très très dures entre l'un des pays les plus sanctionnés au monde, et principalement par les États-Unis, l'Iran, et justement Washington DC. Il nous reste 1 minute avant de passer à la météo. Gallagher, on réécoute si possible le président Biden sur un autre thème hier. Vous savez que le tireur de Pennsylvanie a utilisé le fameux pistolet mitrailleur AR-15. Et voilà ce qu'a dit Biden hier. Il veut tenter, le peu de temps qui lui reste peut-être, d'interdire ce fusil. Écoutons-le. Vous voulez vous opposer à la violence en Amérique? Alors aidez-moi à débarrasser les rues d'Amérique de ces armes de guerre. Un AR-15 a été utilisé dans les tirs contre Donald Trump. C'est une arme d'assaut qui a tué tant d'autres personnes, y compris des enfants. Il est temps de les supprimer. Je l'ai fait une fois et je le referai. Entendons bien, c'est un vœu pieux. Deuxième amendement de la Constitution, on ne touche pas aux armes, on ne touche pas à l'AR-15. Tout à l'heure, je parlais de propos d'estrade. Malheureusement, tristement, ça va être très, très compliqué. L'AR-15, c'est le fusil préféré des Américains. On a des centaines de milliers, voire peut-être même des millions, 24 millions en circulation. 24 millions. Des millions en circulation. Et ça ne veut pas dire qu'il y a 24 millions de personnes qui ont un AR-15. C'est parfois des personnes qui en ont plusieurs. Qui en ont 6 aussi. Oui. Voilà, exactement. Et c'est par excellence le fusil utilisé souvent dans les tueries de masse, malheureusement. $350, 320 €, c'est rien, c'est dérisoire.